Eh bien, nous allons passer à un autre thème qui est le thème du service public coopératif. Et vous allez voir que derrière ce thème se cache un très très beau sujet qui est la refondation en fait de notre contrat social à travers l'intervention d'Elisabeth Gredaume-Lulin qui est la directrice générale de Paradigme, etc. Elisabeth. Bonsoir. Alors, tous les orateurs qui sont succédés depuis ce matin vous ont parlé tantôt des problèmes de notre pays, tantôt des solutions qu'ils envisageaient. Et je vais donc ajouter mon grain de sel pour vous parler en effet d'un sujet qu'on appelle service public 2.0 ou administration collaborative, ou tantôt on appelle ça government as a platform, pour faire un peu anglais. L'idée est simple, c'est qu'on a d'un côté un problème qui attend une solution, de l'autre côté une solution qui attend son problème, et on va essayer de les faire se rencontrer. Alors le problème qui attend sa solution, on vous en a parlé à plusieurs reprises, Jean-Marc Daniel y a encore insisté tout à l'heure, c'est l'épuisement de notre modèle de service public. Vous en connaissez bien les aspects économiques et financiers, la dette, le déficit. De mon point de vue, il faut plutôt regarder ça comme des symptômes. Ce sont des phénomènes très graves, mais qui ne sont pas la racine du problème. C'est plutôt le symptôme d'un service public qui est devenu inadapté à la société à laquelle il s'adresse. Un aspect très important de cette désadaptation, c'est le fait que ce service public, qui nous propose quotidiennement différents services plus ou moins bien rendus, nous a transformés en consommateurs, c'est-à-dire nous a transformés de citoyens en consommateurs. Et comme tous les consommateurs, qu'est-ce qu'on a fait? On est devenu consumériste, c'est-à-dire qu'on en veut toujours plus en payant moins. Un orateur américain a comparé ça au syndrome du distributeur de boissons. Vous mettez votre pièce, c'est-à-dire vous payez vos impôts, vous appuyez sur le bouton, vous remplissez le formulaire B3622 pour avoir votre prestation, puis vous attendez que la canette de boisson tombe. Puis si elle ne tombe pas comme vous vouliez, bah vous donnez un grand coup de pied dans le distributeur de boissons. Enfin, peut-être pas vous ici parce que vous êtes bien élevé, mais certains pourraient le faire. Et à la fin, le distributeur de boissons est tout cassé. Il coûte de plus en plus cher à faire fonctionner et pour autant, personne n'est satisfait. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que nous sommes devenus des consommateurs de services publics parce que l'administration nous a transformés comme tels. Et de ce fait, la demande est insatiable. Et donc, on ne peut pas réduire le déficit parce qu'à chaque fois qu'un ministre ou un haut fonctionnaire essaie de le faire, il se heurte à une demande qu'il n'arrive pas à juguler. Donc, l'antidote à cela, c'est de nous transformer de consommateurs en coproducteurs, c'est-à-dire faire en sorte que si on veut un service, on doit participer à sa construction. Ça, c'est le problème qui attend sa solution. Et la solution, on l'a, c'est que quand vous regardez bien, il y a dans ce pays un incroyable engagement dans le bénévolat, dans le service rendu à ses voisins. On a des chiffres très parlants. Les derniers qui ont été publiés en 2013 montrent que 21 millions de Français, c'est quand même 40% de la population, participent à des actions bénévoles, c'est-à-dire rendre service pour rien, pour faire plaisir aux autres. Une autre enquête qui a été publiée par le Crédoc au mois de septembre montre que le mois précédant l'enquête, donc admettons que c'est un mois représentatif, 65% des Français ont rendu un service à leurs voisins ou à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Donc il y a un vrai potentiel de service et d'engagement. Et alors la question, c'est pourquoi ça ne rend pas plus. Pourquoi je dis que c'est une solution en attente de problème? C'est que finalement, toute cette bonne volonté, tout cet engagement bénévole se fait plutôt en marge de l'État, éventuellement pour compenser ses limites ou ses effets pervers, et pas pour tirer dans le même sens. Donc l'idée du service public collaboratif ou du service public 2.0, c'est de faire se rencontrer les deux mouvements. Pour l'instant, ça doit vous paraître un peu abstrait, alors je vais donner un exemple qui, j'espère, sera assez illustratif pour tout le monde, c'est le covoiturage. Quand vous covoiturez quelqu'un dans votre voiture, si vous en avez une, c'est une personne privée, vous, qui est opérateur d'un service public, c'est-à-dire la mobilité. On en a beaucoup d'autres exemples. Les entrées traditionnelles, vous pouvez penser par exemple aux pompiers volontaires. 80% des pompiers en France sont des pompiers volontaires. Ils ne sont pas tout à fait bénévoles parce qu'ils ont des indemnités, mais enfin, ce n'est quand même pas des fonctionnaires qui rendent le service public, c'est des gens qui s'engagent. Et puis il y a des formes un peu plus modernes de service public collaboratif parce que Internet et les réseaux sociaux nous ont ouvert beaucoup de possibilités. Alors vous avez des municipalités qui se gèrent comme ça. La pionnière en la matière, c'est la ville de Boston, qui a fait de chacun de ses habitants
comme l'a dit le maire, les yeux et les oreilles de la municipalité. Concrètement, chaque habitant de la municipalité, il suffit qu'il appuie sur un petit bouton sur son smartphone et il va se rendre, par exemple, à une personne capable de renseigner la municipalité sur où se trouvent les nids de poules sur la voirie, par exemple. Parce que dans votre smartphone, vous avez un accéléromètre. Si vous roulez sur un nid de poule, ça vibre et ça renseigne la voirie, qui a donc économisé les tournées de cantonniers et optimisé les services de voirie. Dans d'autres domaines, vous prenez le maintien à domicile des personnes âgées ou des personnes convalescentes après une sortie d'hôpital, ou bien on embauche des aides-soignantes par milliers qui vont rendre visite à ces personnes et s'en occuper, ou bien on compte sur les voisins, le petit cousin, la famille, les bénévoles qui vont passer. Alors vous avez des pays très engagés là-dedans, le Japon, le Canada, l'Angleterre. Donc voilà, ce qu'on appelle un service public participatif, c'est ça, c'est de rendre chacun d'entre nous, dans les domaines qui l'intéressent et dans la mesure de ses possibilités, coproducteur du service public. Alors, l'intérêt de venir un petit peu après les autres, nous en France on n'a pas encore cette tradition, c'est qu'on peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait et que finalement le mode d'emploi est assez bien établi. Alors il y a deux choses à faire pour que le service public collaboratif fonctionne. D'abord, il faut que l'administration s'organise comme une plateforme, comme disaient les informaticiens. C'est-à-dire qu'elle organise son travail, non pas en prétendant faire tous les éléments de la chaîne de valeur qui vont aller jusqu'au service rendu à l'usager, mais en distinguant des petites tâches qui vont pouvoir être distribuées à vous et moi ou n'importe qui serait disponible. Le meilleur exemple que je puisse donner en la matière, même si ce n'est pas pour le coup du service public stricto sensu, c'est la manière dont Barack Obama a organisé sa campagne électorale, la dernière. Il avait évidemment une équipe de permanents de sa campagne, mais il avait des milliers, des dizaines de milliers d'Américains qui les uns organisaient des réunions dans leur quartier, d'autres passaient des coups de fil pour essayer de convaincre d'autres personnes, d'autres qui ne voulaient pas s'engager publiquement se contentaient de donner des listes de personnes et les coordonnées de personnes à contacter. D'autres pouvaient juste coller un autocollant sur le pare-brise de leur voiture. Enfin, selon le degré d'engagement que chacun voulait avoir, la campagne avait identifié des petites tâches qui pouvaient être distribuées. C'est exactement ça le même modèle. Donc, les administrations qui vont vers ce service collaboratif identifient des tâches qui peuvent être distribuées et ensuite essaient de susciter la participation des volontaires. Alors ça, c'est le deuxième ingrédient de notre recette, c'est comment vous faites pour que les gens veuillent participer. Alors, il y a évidemment les altruistes, les gens qui vont participer parce qu'ils aiment bien rendre service à leur prochain et ça leur suffit. Et puis, évidemment, il y a les autres qu'il va falloir aider. Alors, pour cela, même chose, on a tellement d'exemples maintenant qu'on sait quel levier on peut utiliser. Il y en a un que je mentionne parce que c'est le plus rigolo, c'est ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire vous transformez la participation en jeu. Alors ça marche vraiment, hein. Il y a des chercheurs l'ont utilisé pour résoudre un problème qu'ils n'arrivaient pas à résoudre par leur modélisation. Ils ont fait un jeu vidéo et le public a trouvé, en l'occurrence c'était la structure d'un segment d'ADN. Mais vous avez aussi un aspect très important, ce sont les monnaies sociales, c'est-à-dire récompenser tel ou tel geste civique par une contrepartie qui va être l'accès à un service ou un tarif privilégié. Alors j'ai entendu dire, je ne l'ai pas vérifié par moi-même, qu'il y avait un début de ça à Paris. Si vous êtes abonné du Vélib, si vous ramenez votre vélo à une station en hauteur, où traditionnellement il y en a moins parce que les gens n'aiment pas pédaler en pente, eh bien vous avez des crédits de points, c'est des crédits de durée sur vos prochains déplacements. Donc c'est ça, une monnaie sociale, ça consiste à récompenser, pas forcément en monnaie sonnante et trébuchante, mais en quelque chose qui a de la valeur, la participation. Donc ces ingrédients, je ne les détaille pas plus, mais ils sont assez bien connus. Maintenant, finalement, ce qui nous manque, c'est un peu une révolution culturelle. C'est-à-dire comment on fait pour dire à des citoyens qu'être citoyen, ça n'est pas juste connaître les procédures, les institutions, le mode de scrutin, mais c'est vraiment s'engager. Alors, je vais illustrer ce point par une anecdote très simple, qui est comment on enseigne ce qu'on appelait autrefois l'instruction civique aux enfants. Il se trouve que j'ai des enfants dans le système scolaire français et d'autres dans le système international. D'un côté, ce qu'on apprend aux enfants, c'est la constitution, les lois, les règlements, la structure des conseils régionaux, départementaux, des municipalités. Enfin, on leur apprend les règles. Et de l'autre côté,
ce qu'on leur demande, c'est un certain nombre d'heures de ce qu'on appelle Community Action Service, c'est-à-dire vous devez aller, je ne sais pas, visiter des personnes âgées, participer au nettoyage des sentiers forestiers de votre commune. Donc d'un côté, le message, c'est être un bon citoyen, c'est connaître la procédure. De l'autre côté, le message, c'est être un bon citoyen, c'est s'engager pour la collectivité. Ça, c'est le mouvement qu'il nous faut faire. Si vous voulez le formuler en termes plus de philosophie politique ou de vision, où allons-nous ? Ça revient à dire qu'on est en train de basculer d'une société d'individus à une société de personnes. La différence entre un individu et une personne, c'est qu'un individu, c'est un point isolé, tandis qu'une personne, c'est quelqu'un qui est relié aux autres. Alors, c'est pour ça que je reviens sur l'appellation 2.0. Quand on dit service public 2.0, ce n'est pas tellement pour mettre en avant l'aspect technologique, c'est simplement pour valoriser cet aspect de mise en réseau social. Et Internet nous le permet. Et c'est à nous d'adopter les comportements qui vont avec. Voilà, merci de votre attention.